Nous allons donc parler en ce début d'après-midi des origines de la vie. C'est vraiment un sujet passionnant qui va nous faire remonter le temps très très loin. Les scientifiques qui sont réunis ici autour de moi vont vous expliquer que la vie a commencé à émerger il y a plus de 4 milliards d'années. Plus de 4 milliards d'années, alors que la Terre ne ressemblait pas du tout à la Terre qu'on connaît aujourd'hui. Mais comment la vie a-t-elle pu émerger? De nombreuses questions restent encore en suspens. Des expériences sont menées dans les laboratoires, on va vous les raconter, et des simulations sont aussi faites sur ordinateur. Alors je vous présente Frances Westall, géologue exobiologiste, directrice de recherche au CNRS, responsable du groupe Exobiologie à Orléans. Votre thème de recherche, les origines de la vie et le contexte géologique. À ma droite, Marco Setta, un physicien qui fait des calculs quantiques. Vous êtes un spécialiste des simulations sur ordinateur. Vous êtes professeur à l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. À votre droite, Stéphane Tirard, historien des sciences de la vie, professeur au Centre François Viette d'histoire des sciences et des techniques à l'Université de Nantes. Et puis à ma gauche, Thomas Georgelin. Vous êtes physico-chimiste et vous faites des briques élémentaires du vivant à partir de matières minérales dans votre laboratoire. Vous êtes maître de conférence au laboratoire de réactivité de surface à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Et je pense qu'on va commencer avec un peu d'histoire. Et avec vous, Stéphane Tirard, vous êtes donc historien des sciences. La question des origines de la vie, bizarrement, ne se pose pas finalement depuis si longtemps. La question des origines de la vie se pose depuis très longtemps si l'on regarde les mythologies, si on regarde certains grands textes, y compris les grands textes religieux. On voit bien que l'humanité s'est préoccupée de son origine, bien entendu. On peut cependant considérer que cette question rentre dans le champ de la science progressivement au XVIIIe siècle. Et c'est véritablement au XIXe siècle que les scientifiques s'emparent de cette question et que des théories commencent à être un petit peu précisées. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe? Qu'est-ce qui s'est passé au XIXe surtout? Alors, au XVIIIe siècle, une des propositions intéressantes est celle que le naturaliste français Buffon, qui est bien connu pour son histoire naturelle, cette œuvre monumentale qu'il a laissée à la postérité, et qui au XIXe siècle, c'est encore un siècle plus tard, était le livre de chevet de beaucoup de personnes qui s'intéressaient à l'histoire naturelle. Dans cette histoire naturelle, Buffon a essayé de décrire l'histoire de la Terre. Il a présenté une Terre en évolution qui initialement ne portait pas de vie, qui était une planète très très chaude, qui s'est refroidie progressivement, qui donc ne portait pas de vie. Et il a imaginé que des petites particules pouvaient s'organiser, des petites particules qu'il appelait des molécules organiques, rien à voir avec le sens que l'on donne aujourd'hui à molécules. C'était juste des toutes petites entités qu'il considérait comme étant vivantes et qui pouvaient s'organiser, se rassembler et donner toutes les espèces. C'est-à-dire que Buffon avait imaginé d'abord une Terre sans vie, puis une Terre sur laquelle les espèces, grandes ou petites, apparaissaient par génération spontanée. Alors, il faudrait rentrer dans le détail de cette histoire qui est fantastique, mais c'est, disons, une première approche qui se détache du dogme religieux, même si ce n'était pas facile à l'époque de prendre ce risque. Ah oui, il fallait avoir un esprit très ouvert au XVIIIe pour pouvoir imaginer ça. Puis au XIXe, bien sûr, Darwin. Alors au XIXe, Darwin, comme chacun sait, publie L'origine des espèces en 1859. Et dans cet ouvrage, paradoxalement, il parle très très peu du commencement de la vie sur la Terre. Dans la première édition, on trouve une mention à la question de la vie sur la Terre dans les toutes dernières lignes de l'ouvrage, où après s'être émerveillé une dernière fois sur cette évolution qui a donné toute cette diversité, il indique que tout ce monde vivant aurait pu émerger de toutes petites entités microscopiques, probablement un être unique au commencement de tout. Et dès la deuxième édition, cette idée qui est finalement très difficile à faire passer à l'époque, disparaît et on voit le créateur réapparaître diplomatiquement dans cette conclusion. Et c'est simplement en 1871, dans une lettre avec un de ses amis très proches, le botaniste Hooker, avec lequel il correspondait beaucoup,
Ils sont dans une discussion sur les générations spontanées, puisque en Angleterre, à l'époque, dans les années 1870, on admet encore les générations spontanées, c'est-à-dire l'idée que des êtres vivants puissent émerger à partir de la matière morte en dégradation. Et ils discutent donc de ça dans cet échange de lettres. Et Darwin évoque à ce moment-là un scénario possible d'apparition de la vie sur la Terre, et il dit en quelques mots que l'on peut imaginer une mare chaude dans laquelle se trouvent des substances, des corps minéraux, enfin des substances chimiques minérales, et s'il y a un apport d'énergie, par exemple de la chaleur, de l'électricité, eh bien cette matière minérale pourrait se transformer en corps protéiques, et puis au cours du temps, cette matière protéique pourrait s'organiser en petits êtres. Mais, dit-il, si ce scénario a pu avoir lieu au commencement, il ne peut pas se répéter précisément parce que s'il se produit aujourd'hui, les êtres vivants qui sont présents dans cette mare vont consommer ces protéines et cette matière organique. Donc en fait, il dit quelque chose de très puissant dans cette lettre, que la vie qui existe aujourd'hui empêche la vie de réapparaître. Elle empêche le processus de se reconstituer. Donc c'est une lettre qui est restée finalement privée, qui n'a été retrouvée que lorsque les historiens des sciences ont commencé à travailler sur l'œuvre de Darwin de manière très très approfondie, mais dans laquelle Darwin donnait un scénario. Il racontait donc, il expliquait que la matière pouvait évoluer, et cette évolution de la matière pouvait conduire à l'évolution des êtres vivants. Simplement, il indiquait que ce processus n'avait pu se passer qu'une seule fois. Il insistait donc sur le caractère historique de la vie. Donc on voit bien que les mentalités changent à la fin du 19e. Il ne faut pas oublier non plus l'apport de Pasteur. Alors, effectivement, c'est tout à fait contemporain de ce que je viens de raconter. À la fin des années 1850, l'Académie des sciences de Paris se préoccupe de la question des générations spontanées. En fait, il y a un certain nombre d'académiciens qui sont lassés par ces affaires de génération spontanée. Il faut peut-être expliquer ce que c'est la génération spontanée. C'est une chemise sale dans laquelle naissent des souris spontanément. Alors ça, c'est les visions très très anciennes. Au 19e, on considérait, au milieu du 19e, donc au moment où Pasteur et certains académiciens vont réagir contre cette idée, certains biologistes qui pouvaient être tout à fait sérieux. Il ne faut pas du tout dénigrer et regarder ça de très haut en les jugeant avec notre regard du XXe siècle, mais 21e siècle, oui. Certains biologistes, dont le biologiste rouennais Pouchet, considéraient que lorsqu'il y a de la matière morte qui se dégrade, eh bien en fait, à partir de cette matière, des micro-organismes peuvent se réorganiser. C'est ce qu'il appelait l'hétérogénie. Donc c'est une génération spontanée d'êtres extrêmement petits et qui était considérés à l'époque comme extrêmement simples. C'est donc cette hétérogénie qui a été contestée par un certain nombre de biologistes français dans les années 1850, et Pasteur s'est trouvé être le fer de lance des anti-générations spontanées, et des expériences ont été réalisées par les deux camps. Et finalement, dans le milieu des années 1860 en France, l'Académie donne raison à Pasteur, et les générations spontanées sont littéralement bannies de la science française. Voilà quel était le contexte au XIXe siècle. Et puis au début du XXe siècle, on constate une certaine évolution quand même. Oui. Alors de fait, finalement, avec il y a une sorte de difficulté, de paradoxe qui se pose au milieu du XIXe siècle, puisque Pasteur, d'un côté, dit que les générations spontanées n'existent pas, et puis d'autre part, on voit que l'évolution incite à penser qu'il y a pu y avoir une transformation progressive de la matière vers le vivant, c'est-à-dire un moment, une période équivalente à une génération spontanée de longue durée, mais unique dans le temps. Donc il fallait arriver à reconcevoir complètement, à concevoir cette question des générations, des origines de la vie, en fonction de cette nouvelle idée que
par le passé, une évolution de la matière a pu avoir lieu. Progressivement, les idées se sont précisées sur cette question, et c'est dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, que les années 1920, que les premières hypothèses assez élaborées sont formulées, avec deux noms que les gens parmi vous qui se sont intéressés un peu à cette histoire peuvent connaître, qui sont les noms de Oparin, donc un soviétique, Alexandre Oparin, qui, alors qu'il était encore jeune, spécialiste de physiologie végétale, en 1924, a écrit un petit livre sur les origines de la vie, où il raconte comment, sur une Terre qui s'est refroidie dans l'atmosphère primitive et dans la mer primitive, des petites gouttes de gel de matière organique ont pu se former. Et Hölderlin, quelques années plus tard, formule une idée équivalente et indépendante de celle de son collègue soviétique, lui qui était donc britannique. Frances Westall, vous êtes exobiologiste. Est-ce que ce scénario proposé dans les années 20 est celui auquel croient les scientifiques aujourd'hui? D'un certain point de vue, oui. En effet, je suis géologue de la Terre primitive et j'aime défouiller les pieds dans les roches très anciennes. Et les roches sont comme... ce sont les livres d'histoire de la Terre, donc on peut lire beaucoup de choses dans les roches. Et en effet, on peut les utiliser pour nous donner des informations sur l'environnement de la Terre primitive. Et d'un point de vue, oui, c'est un petit peu comme ça, mais encore à cette époque-là, les idées sur les conditions de la Terre étaient encore imprégnées par ce qu'on a aujourd'hui. Les conditions sont très différentes. Qu'est-ce que vous aujourd'hui vous dites, la vie a émergé il y a au moins 4,3 milliards d'années. Vous savez ça à travers les roches que vous étudiez? Alors, vous voyez une petite bande dessinée. C'est pas moi qui l'a fait. En effet, je l'ai piqué de l'Internet. C'est la NASA qui l'a fait. Et en effet, c'est l'histoire de la Terre, de ses débuts, la condensation des planètes, les petites planètes qui ont formé la Terre, et puis l'apport de molécules organiques, les briques de vie avec les météorites, la matière extraterrestre, et une manière de mélanger toutes ces molécules qui forment les macromolécules, les particules du vivant, jusqu'à obtenir un premier être vivant, une première cellule vivante, qui probablement était beaucoup plus primitive que les plus primitives bactéries qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est le scénario que vous imaginez, oui, et qui s'est passé il y a 4,3 milliards d'années. Alors pourquoi 4,3 milliards d'années? Alors, on sait que pour l'origine de la vie, on a besoin des molécules organiques, de l'eau liquide, mais aussi de l'énergie, des nutriments. Et tout cela se passe à la surface des roches chaudes, à la surface des roches et minéraux chaudes dans l'eau de mer. Et on a des indications qu'il y avait de l'eau déjà à la surface de la Terre il y a 4,3 milliards d'années. Donc c'est pour cela que je pense que dès qu'il y avait de l'eau liquide, disons à une température en dessous de 100 degrés, la vie pourra émerger. Et donc, vous travaillez beaucoup avec Thomas Georgelin. Thomas Georgelin, vous allez souvent dans le laboratoire de Frances Westall. Qu'est-ce que vous allez y faire ? Alors, avec Frances, comme elle l'a précisé, on va essayer de reconstruire ces premières molécules du vivant, qu'il s'agisse de protéines, de peptides, qu'il s'agisse d'acides nucléiques. Je pense particulièrement à l'ARN, qui me concerne en tout cas plus spécifiquement. Et on utilise un petit peu différentes surfaces minérales que
justement les géologues nous indiquent comme étant présents dans cette terre primitive. Et l'idée que l'on a en tant que chimiste pour retrouver la nature de ces molécules à l'origine de la vie, c'est de voir comment elles interagissent avec cette matière minérale et voir quels sont les types de réactions qui vont aboutir à la formation de molécules avec des capacités intéressantes. Pour l'instant, ça n'a pas encore été trouvé, mais on pourrait essayer d'imaginer des molécules capables de s'auto-reproduire, ce qui serait finalement à l'origine d'un processus entre guillemets vivant, ça on pourra en discuter plus tard, mais en tout cas avec l'idée qu'une molécule, dans certaines conditions, sera capable de se reproduire. Alors, vous essayez de reproduire ce qui s'est passé il y a plus de 4 milliards d'années dans votre laboratoire. Voilà, on essaye, on sait globalement, grâce aux géologues et aux biochimistes, quel type de petites molécules étaient présentes. Alors, on sait qu'il y avait a priori des acides aminés, on en retrouvait dans les météorites. On sait qu'il y avait des bases azotées, donc un des éléments des acides nucléiques. Il y avait des phosphates, qui sont, à mon avis, l'un des éléments essentiels à l'émergence de la vie. Donc, à partir de ces briques élémentaires, on peut trouver des chemins chimiques capables d'amener à la formation de molécules plus grosses, avec un intérêt biologique important. Donc, c'est le cas des acides nucléiques, puisqu'on sait depuis une cinquantaine d'années qu'il y aurait la possibilité de trouver des séquences d'acides nucléiques qui présenteraient des effets catalytiques et d'autoreproduction. Quand vous dites « on sait qu'il y avait des molécules comme ci, comme ça », c'est que vous, Frances Westall, vous avez retrouvé des fossiles dans des roches en Afrique du Sud, en Australie aussi, je crois, des fossiles de ces premiers instants. Non, je suis désolée. Ah, j'ai mal posé ma question. Ah. Non, en effet, c'est une très très bonne question que vous avez posée. Non, nous avons un grand problème sur la Terre. Nous avons perdu le premier milliard d'histoire de l'évolution, de l'évolution de la Terre, et le premier, disons, 800 millions d'années d'histoire de la vie. Donc c'est un grand problème pour nous, surtout pour moi, parce que je m'intéresse aux premières traces de vie, et les premières traces de vie que je trouve à 3,5 milliards d'années, 3 500 millions d'années, non, 3 500 millions d'années. Ce sont des traces de bactéries, mais des bactéries comme les bactéries aujourd'hui. On est absolument très loin des protocellules. Et ça c'est une première cellule. Les molécules dont parle Thomas, ce sont des molécules encore plus primitives. Donc, pas trouvées, désolée. Mais vous trouvez celle d'il y a 3,5 milliards d'années. Oui, voilà. oui, tout à fait. Thomas Georgelin, qu'est-ce que vous avez réussi à faire ? Alors, à l'aide de surfaces minérales, alors principalement des surfaces modèles, je pense à de la silice, ce qui pourrait être un petit peu modélisé, ce qui pourrait modéliser un grain de sable, typiquement, par exemple, des sulfures qu'on retrouve dans les sources hydrothermales, dans les dorsales océaniques, différentes surfaces minérales. Pour le coup, on sait a priori qu'elles sont présentes dans l'environnement primitif. On est capable, en laboratoire, de refaire un acide nucléique, un petit acide nucléique, sans propriété de reproduction, hein. On est encore à une échelle trop petite, mais on a montré que dans des conditions très simples, en associant les trois partenaires de ces nucléotides, un phosphate, une base, un sucre, on est capable de former cette première molécule, cette brique élémentaire qui pourrait, si on arrive à faire des enchaînements de ces molécules, former une macromolécule avec des propriétés biologiques potentiellement intéressantes. On est dans la spéculation, mais l'idée, elle est là, et la grande réussite, c'est d'avoir réussi à initier la formation de cette molécule. Dans quelles conditions ? Dans des conditions très douces. Alors, pour revenir un peu sur ce que disait Frances, l'eau reste un facteur très important. Et pour la formation de ces toutes petites molécules, l'eau est rédhibitoire. Alors ça paraît un petit peu surprenant. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'une forte proportion d'eau empêchait toute réactivité de ces molécules-là. Je ne dis pas que l'eau n'est pas importante pour l'émergence de la vie, au contraire. Mais dans la toute première étape de formation de ces molécules qui auront à terme un intérêt pour la biologie, la présence de l'eau empêche catégoriquement l'association de ces différentes briques élémentaires. Bon, une fois qu'on a réussi à faire l'association de ces briques élémentaires, l'eau elle est vitale parce qu'elle permet de diffuser ces molécules et de faire exploser un petit peu ces molécules d'intérêt. Et il y a une température particulière ? Les températures, elles sont très accessibles, hein. Ça peut être, on est capable, nous, de le faire à 30 degrés.
mais si on est dans un océan plus primitif, tu pourras me confirmer, on est plus autour de 70, peut-être un tout petit peu plus élevé. Voilà. Et ça marche d'autant mieux, évidemment, puisque les réactions vont être un petit peu favorisées à haute température. Marco Setta, vous travaillez avec Thomas Georgelin et vous faites des simulations sur ordinateur. Les expériences que Thomas Georgelin fait, vous les réécrivez et vous les... Comment est-ce qu'on dit? Vous les modélisez? Vous les reproduisez? Oui, en fait, donc moi je suis physicien, donc la physique, a priori, ce n'est pas forcément la discipline à laquelle on pense en premier lorsqu'on s'intéresse aux origines de la vie. Et nous, enfin moi en tant que physicien, on a souvent une approche réductionniste, donc nous on aime bien prendre un problème complexe, essayer de le simplifier en petites étapes. Et donc l'approche qu'on essaie d'apporter depuis quelques années, c'est que qu'est-ce qui se passe avec ces petites molécules lorsqu'on les étudie grâce à des calculs basés sur les lois fondamentales de la physique, c'est-à-dire les lois de la mécanique quantique. Lorsqu'on fait, c'est de modéliser donc, c'est tous les atomes et les électrons qui font d'abord les petites molécules d'eau. Là, vous voyez par exemple un exemple de ces simulations. Donc, et on voit... Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Alors, ce qu'on voit, c'est un précurseur de ces molécules, du vivant, et qui est mis dans un mélange d'eau avec quelques sels, les sels sont indiqués en rose, arrive à agréger, à montrer, non seulement à agréger les briques d'ARN, ce que vous voyez là, c'est un brique d'ARN, ce qu'on appelle un nucléotide, mais aussi, comme on suit vraiment cette réaction atome par atome, quelque part, on est capable de cibler très précisément les mécanismes et toute l'énergétique, la thermodynamique qui sont associés. Et donc, ça va très bien en complément avec les expériences que fait Thomas. Qu'est-ce que ça apporte, en plus des expériences? Vous pouvez aller plus loin? Bah oui, on peut aller plus loin. Dès qu'on cible certaines réactions qui peuvent être plus intéressantes que d'autres, on a a priori absolument aucune limite. Qu'est-ce qu'on apporte en plus? C'est, si je peux me permettre, l'idée d'avoir une sorte de loupe gigantesque qui nous permet de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans les simulations des expériences menées au laboratoire, mais aussi qui a pu se passer dans la Terre primordiale. Donc, quelque part, si vous voulez, alors, Stéphane Tirard a parlé de Darwin. La caricature de la vision de Darwin, c'est très souvent appelé la soupe primordiale. Quelque part, on peut prendre le plaisir de simuler à l'ordinateur ce que fait la soupe primordiale. Alors, à propos de soupe primordiale, Stéphane Tirard, la première expérience au cours de laquelle on a essayé de reproduire ce qui s'est passé aux premiers instants de la vie, c'est l'expérience de Miller, et ça s'est passé dans les années 50. Vous pouvez nous parler de ça? Oui, c'est en 1953 qu'a été réalisée cette expérience. Si on veut pinailler un petit peu sur le plan historique, c'est pas la première, mais on va pas détailler ça. C'est celle qui a marqué, en tout cas. C'est celle qui a marqué, c'est celle qui a eu un retentissement considérable, puisqu'elle a fait la une du New York Times. On a dit que Miller avait découvert les origines de la vie. Racontez-nous ce qu'il a fait. Ce que Miller a fait, c'est que, à l'instigation d'un physicien américain, Harold Urey, qui avait été prix Nobel de physique, il a placé dans un dispositif des corps chimiques strictement minéraux, du moins des sources, une source de carbone, le méthane, une source d'azote, l'ammoniac, de l'eau. Et il a enfermé ça dans un dispositif, avec une partie de ce dispositif qui représentait l'atmosphère primitive et une autre partie qui représentait l'océan primitif. Et il a exposé ce mélange à des décharges électriques comme apport d'énergie pendant une semaine. Et des acides aminés se sont synthétisés au cours de cette semaine. Et c'est ce résultat qui a eu tant de retentissement, puisque les acides aminés sont les molécules qui composent les protéines, et à ce moment-là, on a dit qu'on avait les bases du scénario des origines de la vie sur la Terre. C'est la fameuse expérience de Miller. Ce qui est important et ce qu'il faut souligner, c'est que ce mélange qu'il a placé dans son dispositif, il l'a conçu avec l'aide de Urey,
en considérant ce que devaient être les conditions primitives sur la Terre. C'est-à-dire que c'était de la chimie organique, des synthèses organiques qu'ils ont réalisées, mais dans des conditions expérimentales particulières, respectant ce que l'on savait à l'époque, ce que l'on pensait savoir à l'époque, des conditions de la Terre primitive. Et ça donne naissance finalement à un champ de la chimie que l'on va appeler la chimie prébiotique, qui est en fait une chimie, principalement chimie organique, qui respecte des règles du jeu, qui sont celles de prendre en compte ce que l'on sait sur l'état de la Terre primitive pour essayer de canaliser, de choisir des réactions chimiques qui pourraient permettre d'imaginer, de reconstituer le scénario. Et évidemment, aujourd'hui, on en sait beaucoup plus qu'on en savait il y a 60 ans. Ah oui, aujourd'hui, on en sait beaucoup plus qu'on en savait. Frances Westall va nous raconter ce que l'on sait. Et mes collègues sont bien à même d'en parler. Mais avant ça, Marco Setta, vous allez nous dire que vous avez réussi à reproduire cette expérience de Miller. Oui, en fait, c'est un peu par hasard. Justement, je suis un physicien, donc ce n'est pas mon domaine de recherche principal, mais j'ai voulu un peu jouer avec l'ordinateur. Et donc, on a simulé à l'ordinateur la première expérience de Miller, donc avec les molécules que Stéphane Tirard vient d'évoquer, l'ammoniac, le méthane, l'eau, et avec un champ électrique toujours simulé qui évoquait un peu les décharges électriques de Stanley Miller. Et effectivement, on est arrivé à produire de la glycine, qui est l'acide aminé le plus simple. Ce qui était intéressant, et encore une fois, ça permet de mettre un peu en valeur l'apport des simulations, c'est que la glycine s'est formée par un chemin chimique qui était très différent de celui qui avait été depuis 60 ans considéré comme le parcours, que le chemin suivi par les molécules pour s'agréger, arriver jusqu'aux acides aminés. Donc c'est surtout ce que ça a permis de comprendre, cette expérience de Miller. D'un côté, ça a permis de comprendre que certains précurseurs qui avaient été jusque-là négligés ont pu jouer un rôle peut-être encore plus important. Par ailleurs, c'est les mêmes précurseurs qui interviennent très probablement aussi pour les bases azotées. Et de l'autre côté, a permis de mettre encore une fois en valeur le fait que l'apport que l'ordinateur aujourd'hui peut donner à ces recherches qui sont traditionnellement des recherches expérimentales. Frances Westall, Stéphane Tirard disait dans les années 50, Miller, il a essayé de faire son expérience dans les conditions de la Terre primitive. Mais on en sait beaucoup plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait de la Terre primitive ? Comment était la Terre il y a 4,3 milliards d'années ? Alors, il faut oublier la Terre d'aujourd'hui et penser à une autre planète. J'ai une petite image, si on peut. Je vous ai apporté une image d'artiste de comment était la Terre primitive. Et voilà l'image. Une Terre où il y avait beaucoup d'impacts, d'astéroïdes, de météorites tout le temps. C'était une Terre très volcaniquement active, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Justement, comme l'atmosphère n'était pas aussi réduite que l'atmosphère que Stanley Miller a utilisée. Mais l'atmosphère, c'était du CO2. Si nous, on essaye de vivre dans une atmosphère de CO2, on se remonte tout de suite. Donc, vraiment, par rapport à notre Terre aujourd'hui, c'était une Terre extrême. Et en effet, moi, j'aime dire qu'on parle beaucoup aujourd'hui des organismes extrémophiles qui habitent dans les sources chaudes, qui peuvent survivre avec un rayonnement UV ou radiation très élevée, etc. Mais non, ce sont nous, les organismes extrêmes, parce que nous vivons dans un environnement qui est vraiment anormal à l'échelle universelle. Donc, ok, excusez-moi, c'est une petite parenthèse. Je sais que vous aimez bien dire ça. Les extrémophiles, c'est nous. Oui. Alors, la Terre, il y a plus de 4 milliards d'années, il y avait un peu de terre quand même, il y avait des terres émergées, il y avait des bassins, il y avait quoi ? Oui, il y a, en effet, il faut imaginer une planète océan avec très peu de terres émergées, quelques
des volcans, quelques chaînes de montagnes volcaniques. En effet, seulement les volcans étaient émergés. En effet, il y avait très peu de terres émergées. Il faut imaginer. Est-ce qu'on peut. Vous voyez. Oui, OK. Vous voyez. J'ai pris une image encore de l'Internet. Une vue d'artiste. Non, c'est le vrai. C'est une photographe du fond de mer avec des sources hydrothermales. Il faut imaginer ces sources hydrothermales partout. Ça sera un peu trop chaud pour nous. Donc, vraiment un environnement très chaud. La Terre était très, très chaude. La Terre était très, très chaude, oui. Très active. Très active, très chaud. Pas d'oxygène. Pas d'oxygène, non. Pas de couche d'ozone. Pas de couche d'ozone, donc beaucoup de radiation UV. Et il y a eu beaucoup dans les laboratoires d'expériences pour essayer de reproduire ce qui s'est passé aux premiers instants de la vie, mais vous dites que la plupart de ces expériences n'ont pas tenu compte de ces conditions qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Tout à fait. En effet, je vous raconterai une histoire assez, peut-être on peut dire drôle, ironique. Il y a quelques années, avec Thomas, on était dans un congrès pour les origines de la vie au Japon. Il y avait une session pleinaire. Il y avait une personne, un prix Nobel, qui parlait des origines de la vie. Et c'était une personne qui faisait des expériences dans le laboratoire. Or, pour stabiliser une certaine molécule, en effet, c'était le sucre, si je me souviens bien, il fallait de la glace. Donc, c'était l'unique manière pour stabiliser ces molécules absolument essentielles pour la vie. Le problème est qu'il n'y avait pas de la glace à cette époque-là. C'était vachement chaud. Alors, à la fin de sa conférence, je me suis levée, j'ai dit, monsieur, c'est intéressant ce que vous dites, mais les roches nous disent que la Terre était en effet très chaude, il n'y avait pas de glace. Alors, ce monsieur m'a dit, oh, c'est très intéressant ce que vous dites, venez discuter avec moi après. Donc, je suis allée discuter avec lui et il a répété, il m'a dit, c'est pas possible que la Terre soit chaude parce que mes expériences, mes modèles disent qu'il fallait de la glace, donc la Terre était glacée. Et c'était un prix Nobel. Eh oui. Alors, j'ai arrêté de discuter. Dans les roches que vous étudiez, les roches d'Afrique du Sud ou d'Australie, vous retrouvez quoi exactement? Alors, je retrouve des petites bestioles absolument magnifiques. Ce sont des bactéries fossiles, extrêmement bien préservées, mais c'était des bêtes qui vivaient à la surface des roches, qui prenaient leurs nutriments, ils tiraient leurs nutriments des roches, ou qui vivaient des restes d'organismes, la matière organique, l'oxydation de la matière organique. Mais il y avait aussi des organismes qui avaient déjà développé la photosynthèse. Mais c'était la photosynthèse anoxygénique. Aujourd'hui, la photosynthèse, toutes les plantes à l'extérieur propulsent de l'oxygène dans l'atmosphère. Donc ils utilisaient la lumière, mais pas d'oxygène. Oui. Il n'y avait pas d'oxygène. Mais ils existaient. Donc, on trouve ces traces partout dans les environnements qui sont préservés. Mais il faut savoir que de tous les environnements qui existaient il y a 3500 millions d'années, il n'y a que 2 environnements, deux petits endroits où les roches sont suffisamment bien préservées qu'on peut étudier les traces fossiles de la vie. C'est merveilleux ce que vous racontez. Ça nous ramène dans des temps qu'on a du mal d'ailleurs à se représenter. Thomas Georgelin, Frances Westall nous a montré ses sources hydrothermales. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans ces sources hydrothermales, auprès de ces sources hydrothermales? Et qu'est-ce que vous essayez de faire? Alors, c'est probablement une chimie qu'on n'a pas encore déterminé l'intégralité de cette chimie-là. Bon, c'est une chimie où probablement les conditions étaient extrêmement dures, elles étaient a priori assez réductrices.
riche en CO2, riche en différents composés. Alors il y a probablement eu une grande chimie du CO2. La molécule s'est transformée, probablement en de petites molécules acides, et les idées à l'heure actuelle seraient que dans les sources hydrothermales, on aurait pu former des sucres, puisque toute la chimie du CO2 amène potentiellement à la chimie des sucres. Donc Petite parenthèse, vous dites hydrothermale, c'est quelle température? Ça varie, ça dépend des sources hydrothermales, je pense sous ton contrôle. Il peut y avoir grande pression, grande température, 250 degrés, 250 bars, 400 bars, ça peut monter assez haut. Ce qui va être assez déterminant, c'est le pH. Il y a des fumeurs noirs, des fumeurs blancs, ils n'ont pas exactement le même pH. Il y en a qui sont basiques, donc alcalinité, d'autres qui sont plutôt acides. Et du coup, c'est pas la même chimie à laquelle on va avoir accès. Donc peut-être que dans certaines sources, on va favoriser une chimie de sucre. Peut-être dans d'autres sources, on favorisera une chimie des acides aminés, des protéines. Voilà, donc tout ça, il faut maintenant le déterminer. Il faut s'associer en tant que chimiste à des géologues, des physiciens, pour être le plus pertinent possible et reconstruire ces conditions dans les sources hydrothermales, qui sont donc multiples. Il y en a au moins 2 grandes classes, fumeur noir, fumeur blanc. Et c'est ce que vous faites dans votre laboratoire. Qu'est-ce que vous essayez de reproduire? Des gels notamment? Alors ça, c'est des travaux qui ont été initiés par Frances et ses collaborateurs. C'est des minéraux ou des classes de minéraux visqueux qu'on pourrait retrouver dans les sources hydrothermales. Pour l'instant, c'est une hypothèse de travail sur laquelle on essaye de faire de la chimie. Comment se comportent des réactions qu'on estime être prébiotiques, donc en l'absence de toute biologie, dans des systèmes très visqueux. Est-ce que les chemins réactionnels vont varier? Est-ce que les produits qu'on va former seront différents? Et surtout, est-ce que ces systèmes un petit peu étonnants auraient pu, alors comme les surfaces minérales d'ailleurs, la question de la stabilité est importante, parce que c'est bien beau de construire les molécules qu'on trouve dans les sucres, les acides nucléiques, les protéines, mais toutes ces molécules-là sont très instables. Dans l'eau, en milieu d'autant plus hydrothermal, haute pression, haute température, acidité, basicité, c'est très compliqué de les stabiliser. Alors la question, c'est de savoir qui est à la base de la stabilisation moléculaire. Alors effectivement, les systèmes visqueux comme les gels potentiellement ont un intérêt pour cette stabilisation. Les minéraux que l'on trouve... Donc je résume, les molécules pouvaient se sentir très bien dans les gels. Oui, parce qu'elles vont être protégées de cette acidité, de cette basicité, peut être protégée par rapport à d'autres composés chimiques qui seraient présents et qui entraîneraient la dégradation des molécules ou qui entraînerait une réactivité qui n'a rien à voir avec celle que l'on vise, qui aurait amené à une autre chimie, mais pas à celle de l'origine de la vie. Voilà, c'est la stabilisation chimique, la stabilisation par rapport à d'autres réactivités. Et ensuite, il faut que ces systèmes-là puissent, à terme, dans une autre période géologique, relarguer ces molécules et enfin faire des cellules et enfin faire des systèmes qui vont au fur et à mesure émerger une vie, une forme de vie biologique. Ces gels, vous les fabriquez? Pour l'instant, des collaborateurs savent les faire, avec qui on travaille. Et voilà, c'est toujours un travail collaboratif avec des expertises différentes. Alors, on était dans les années 50 avec l'expérience de Miller, Stéphane Tirard, et maintenant on va passer dans les années 80. En 1986 exactement, c'est produit quelque chose d'assez important pour le sujet. Oui, c'est produit une découverte qui était la découverte des propriétés autocatalytiques de molécules qu'on appelle les ARN. Les ARN sont des molécules qui jusqu'à ce moment-là étaient considérées comme étant porteuses d'informations, et on leur trouvait une nouvelle propriété. Et ça a permis de résoudre une sorte de paradoxe, puisque les ARN avaient une position un petit peu intermédiaire dans ce que la biologie moléculaire qui a émergé au milieu du XXe siècle posait comme principe. Dans le transfert de l'information, on avait de l'information dans la cellule, dans l'ADN. L'ARN était en quelque sorte un intermédiaire, il transportait cette information, et puis des protéines étaient synthétisées, et elles avaient le pouvoir catalytique. Donc, au commencement de la vie, dès lors qu'on avait ce principe en tête, par quoi ça avait pu commencer? Est-ce que ça avait commencé par l'ADN? Mais dans ce cas-là, il fallait des protéines pour faire de la catalyse, et il n'y avait pas de protéines si on avait commencé par l'ADN. Et si on avait commencé par les protéines, eh bien, il n'y avait pas de support de l'information. Donc, il y avait une sorte de paradoxe de l'œuf et de la poule, bien connu. Et tout d'un coup, en 1986, eh bien, on découvre que les ARN porteurs d'informations sont, pour certains, capables de propriétés catalytiques. Et ça a permis
définir un nouveau cadre conceptuel qu'on a appelé le monde ARN, dans lequel un certain nombre de spécialistes, et il y en a ici, travaillent aujourd'hui. Marco Setta et Thomas Georgelin sont des spécialistes de l'ARN. En quoi, pour vous, c'est important, l'ARN ? Justement, comme le disait Stéphane, c'est important parce qu'elle est porteuse d'informations et parce qu'elle est capable, pour certains en tout cas, de se reproduire. Alors, elle se reproduit à l'heure actuelle dans des cellules, certes, et l'idée, c'est de se dire que peut-être c'est cette molécule qui est la première des molécules du vivant capable de se reproduire. Alors, elle ne se sera pas reproduite toute seule, il lui faut quand même un environnement qui lui permette de se reproduire, probablement au moins une couche de lipides, une sorte de cellule primaire qui lui permet principalement, au fur et à mesure qu'elle va se reproduire, de dissiper de l'énergie. Et c'est ça finalement la clé ultime, une fois qu'on a réussi à faire cet ARN, pour qu'il y ait une émergence vraiment importante de la vie, c'est qu'au cours de cette reproduction moléculaire, on puisse réémettre un petit peu d'énergie. Sans cette émission, cette dissipation énergétique, on n'ira pas plus loin. Et donc, voilà, la première chose, c'est effectivement faire cet ARN qui va avoir des propriétés catalytiques. Ensuite, il faut l'environner pour être capable de faire exploser la vie. Marco Setta, vous travaillez beaucoup avec Thomas Georgelin et vous m'avez expliqué quand on a préparé cette conférence que vous vous posez des questions comme comment l'eau, le méthane et l'ammoniac ont pu former des molécules plus grandes et plus complexes, c'est ça ? Oui, encore une fois, en n'étant pas un spécialiste à l'origine du domaine, je me pose des questions assez naïves, quelque part, assez simples. Pourquoi, parmi toutes les combinaisons possibles que la chimie nous offre, pourquoi ces molécules ont pu s'agréger exactement comme il fallait pour produire les sucres, les acides aminés, les bases azotées et notamment les briques d'ARN qu'on montrait tout à l'heure dans la simulation. Il y a une partie minérale, le phosphate, une partie sucre, mais pas n'importe quel sucre, un sucre bien spécifique, le ribose, et puis une partie base azotée. Pourquoi se sont agrégées exactement ces trois entités? Pourquoi dans cet ordre? Pourquoi avec cette géométrie? Donc, quelque part, c'est une question, encore une fois, d'un point de vue un peu réductionniste qu'on peut avoir en physique. Et de l'autre côté, pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Thomas, je pense que l'apport, c'est que nous, on a le droit dans nos simulations de tester d'autres choses, des choses qui ne se produisent pas en laboratoire, et donc de dire ce chemin-là ne va pas se produire parce que ça coûte plus cher au niveau énergétique. Donc ce chemin-là est favorisé pour telle ou telle raison microscopique. Vous travaillez tous les deux beaucoup ensemble. Comment ça se passe? Vous vous retrouvez, vous vous posez des questions mutuellement, vous vous encouragez, vous lui dites tiens, tu pourrais pas essayer telle expérience, et puis vous lui dites mais toi sur ton ordinateur tu pourrais pas essayer d'aller encore plus loin. Comment ça se passe? Je commence, mais oui, effectivement, on a des discussions initiales au projet qui concernent, par exemple, à l'ARN, des discussions initiales. Quelles sont les molécules que l'on peut étudier? Quels sont les chemins réactionnels que l'on peut initialement modéliser? La modélisation, ensuite, elle est réalisée grâce à l'apport d'étudiants, en l'occurrence dans notre cas. Et il y a un retour d'expérience. Une fois qu'on a le résultat de la modélisation, on a un résultat et on le reteste en laboratoire pour voir si le chemin réactionnel qui a été observé est de nouveau réobservé en laboratoire. Alors nous, malheureusement, on n'a pas le chemin réactionnel et c'est pour ça que la modélisation est importante, parce qu'il a dans sa modélisation le point de départ, le point final, mais aussi ce qu'il y a entre les deux. Alors que nous, on a le point initial, le point final et c'est tout, ce qui est déjà pas mal en tant qu'expérimentateur. Et surtout, et j'insiste, mais tu en as parlé, l'apport énergétique est extrêmement important. Nous, en tant qu'expérimentateurs, c'est assez difficile d'avoir l'énergie. On connaît globalement l'énergie initiale, on ne connaît pas très peu en tout cas notre chemin réactionnel, et pour avoir accès à l'énergie des produits de la réaction, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que finalement, nous, en tant qu'expérimentateurs, il y a des réactions que naturellement on n'aurait pas faites. Parce que par l'approche fait qu'on ne l'aurait pas tenté. Pour nous, ça aurait été trop risqué de le faire parce que voilà. Et au final, grâce à l'apport de la modélisation, on s'est lancé, nous, en tant qu'expérimentateurs, vers des expériences qu'on n'aurait pas naturellement faites. Et ça marche. Et c'est pour ça que l'interaction avec les modélisateurs est vitale, parce qu'elle amène à un nouveau champ d'expérience. Et ça, c'est vital. De mon point de vue, je ne peux que confirmer tout ce qu'a dit Thomas. Je tiens peut-être à rajouter quand même une chose.
Vu de l'extérieur, du grand public, on ne sait pas trop en fait qu'est-ce qu'on fait dans les laboratoires de recherche. On a un peu cette image de la tour d'ivoire où on est coincé et chacun tout seul avec ses élucubrations. Et par contre, c'est pas ça. La recherche, c'est surtout échange. Et donc, quelque part, c'est un peu le hasard. Le hasard fait de se retrouver dans une université. Bon, la nôtre, c'est une grande université, donc c'est facile de retrouver tous les champs disciplinaires. Et vraiment, les collaborations scientifiques commencent par des discussions libres, parfois autour d'un café ou comme ça. Et puis, une chose derrière l'autre, la sauce monte littéralement. Et ça montre en plus qu'il y a vraiment une valeur ajoutée d'essayer de casser les cloisons entre les disciplines, la physique, la chimie, la biologie, la géologie et l'histoire des sciences. En fait, le domaine des recherches aux origines de la vie, c'est vraiment la preuve qu'il faut avoir une vision plus large et sortir du cadre strict des disciplines. Et je pense qu'on essaie de le faire dans notre petit assez bien avec Thomas. Et la machine à café, dans ces cas-là, souvent joue un rôle non négligeable. Ah bah oui, je suis italien, donc c'est assez essentiel pour moi. Frances Westall, je sais que vous vous intéressez beaucoup aussi à l'apport des météorites. Alors vous allez nous parler de la panspermie, les météorites qui auraient apporté des molécules organiques. Oui, alors en effet, il y a beaucoup de matière organique dans certains types de météorites. On parle des chondrules carbonés. En effet, il y a quelques météorites qui peuvent contenir jusqu'à 4-5% matière organique. Donc c'est un apport énorme. Et puisque le flux de météorites sur la Terre primitive était beaucoup plus important qu'aujourd'hui, c'est l'apport de la matière organique pour contribuer à la chimie prébiotique est très important. Mais en effet, pour la panspermie, je peux raconter une autre anecdote? Oui. OK. Alors, une autre anecdote pour vous. Alors, il y a presque 20 ans maintenant, j'ai travaillé au Johnson Space Center à la NASA Houston. Alors, c'était en effet, il y a 20 ans, il y a une équipe de Johnson Space Center qui avait décrit des fossiles de bactéries martiennes dans un météorite martien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a 20 ans. Alors, c'était David McKay et son équipe. Moi, j'avais déjà fait des expériences pour fossiliser les bactéries. Je les avais retrouvées dans les roches. Je regardais les images. Ils ont été publiés dans une grande revue scientifique qui s'appelle Science. J'ai regardé ces images et je me suis dit, non, ce ne sont pas des bactéries fossiles. Bon, en effet, si c'était des bactéries fossiles, on pourra parler aussi de la panspermie. Mais alors, j'ai eu l'occasion d'aller trouver David McKay, le docteur David McKay, quelques mois après. Et très diplomatiquement, j'essaie de lui dire que, excusez-moi, mais vous avez eu tort. En effet, c'est le signe d'un grand scientifique. Il a accepté. Il m'a dit, bon, bien, il semble que vous savez ce que vous dites, donc venez travailler avec nous. Alors, je suis venue travailler avec eux. Alors, mais il y a une chose encore plus marrante, c'est que j'ai re-regardé cette météorite moi-même avec le microscope électronique. Et avec un autre collègue, on a trouvé des êtres vivants dedans. C'était un type de bactérie, Actinomycete. Alors, on s'est regardé. Mais qu'est-ce que cette bestiole fait dedans la météorite martienne? Quelques personnes auraient pu penser à la panspermie, un microbe martienne, etc. Mais en effet, c'est encore plus marrant parce que ces météorites sont stockées dans un environnement complètement hermétique. Il faut se mettre dans une bodysuit, une combinaison pour aller les regarder. Ils sont dans des cabinets avec de l'azote et on peut utiliser seulement les gants pour les traiter. Et on s'est rendu compte, mes collègues là-bas, c'était des géologues, des géochimistes, ils ne savaient rien de la microbiologie.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des tubes d'aération qui pénétraient dans le laboratoire. Et il y avait des microbes terrestres dans ces tubes d'aération qui se sont allés dedans. Donc, ça, c'est mon anecdote pour la pense Bernie. Voilà, la science apporte parfois bien des surprises. Avant de continuer, parce que j'ai encore plein de questions à vous poser, mais vous aussi, vous avez des questions sur les origines de la vie. Voilà, il y a des micros qui sont à votre disposition. Alors, il y a une main qui se lève ici. Merci, bonjour. Une question que je me pose depuis plusieurs années quand même. Justement, vous avez parlé des météorites et il me semblait que j'avais vu un article sur la météorite de Murchison où il disait qu'ils avaient trouvé plus de 70 acides aminés différents sur cette météorite. Et d'un côté, je regarde le code génétique et je me dis on a ce potentiel de 61 codons qui pourraient coder pour des acides aminés différents. Et aujourd'hui, on n'en utilise que 20 dans le vivant. Donc, est-ce qu'on pourrait s'imaginer que la redondance du code génétique aujourd'hui serait comme un résultat de l'évolution d'une sélection d'acides aminés peut-être plus efficace, qui se serait du coup pérennisée au cours de l'évolution de la vie? Et est-ce qu'on aurait peut-être des traces du coup d'un vivant qui aurait existé avec une diversité d'acides aminés différente de celle qu'on a aujourd'hui? Je crois que c'est une très bonne question auquel je ne peux pas complètement répondre parce que je ne suis pas biologiste ou génétiste. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre... Ouais. Je peux apporter un brin de réponse. Oui, je pense que la question est totalement pertinente. Bon, là, on travaille avec les 20 acides aminés qu'on dit comme étant naturels. Alors, c'est purement arbitraire, hein, forcément, c'est ceux qu'on retrouve naturellement dans notre environnement. C'est effectivement le cas. Dans cette météorite, on retrouve une grande diversité d'acides aminés. Et des travaux, à l'heure actuelle, commencent maintenant à travailler sur la réactivité de ces acides aminés non naturels. C'est le cas pour les acides aminés, mais c'est le cas aussi pour les bases azotées. On travaille qu'avec une série de bases azotées qu'on dit canoniques. Donc pareil, c'est à peu près les bases azotées naturelles. Mais il y en a tout un tas. Il y a un monsieur, Nicolas Hutt, qui a travaillé sur la synthèse de pas loin de 120, 130 bases azotées. La problématique est la même. Donc oui, il ne faut peut-être pas se limiter à la recherche d'une vie qui nous ressemble, c'est un petit peu ça le fond de votre question, et pour essayer de trouver, en termes de chimie, et puis à terme en tant que biologiste, une association de molécules qui n'est pas forcément celle que l'on connaît. Alors ça, forcément, il faut avoir une certaine créativité et essayer d'imaginer des réactions avec des molécules dont on ne sait pas ce qu'elles vont donner in fine à la fin. Bon, si on prend un acide aminé non naturel, une base azotée non canonique, on peut toujours les faire réagir, mais à la fin, on ne sait pas si on va vers la bonne voie. C'est pour ça que les chercheurs, initialement, ont travaillé avec ce qu'ils connaissaient le mieux et ont essayé de refaire des chemins réactionnels pour amener à la vie telle qu'on la connaît dans notre métabolisme contemporain. C'était une première approche, c'est celle qui était la plus naturelle, disons, depuis une cinquantaine d'années. Maintenant, effectivement, il faut que la recherche s'oriente plus, en tout cas tout autant, vers une chimie que l'on connaît moins, pour essayer peut-être d'imaginer une autre forme de vie ou de biologie. Voilà. Marco Setta. Oui, justement, je tiens à dire que je me suis posé exactement les mêmes questions. C'est ça, j'ai exactement la même curiosité un peu de base, si je peux me permettre. Et encore une fois, la réponse que j'essaie de me donner et de donner, c'est évidemment, il y a un nombre infini de combinaisons possibles, mais certains sont privilégiés du point de vue énergétique et thermodynamique. Certains sont plus favorables parce que ça coûte moins cher à l'environnement au niveau d'énergie de les produire plutôt que d'autres en fonction des conditions, des surfaces, etc. Donc, mais c'est exactement les questions que je me pose moi-même. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? En effet, moi je m'intéresse beaucoup à la différence entre des traces du vivant et des traces de l'inerte, quelque chose qui n'est pas vivant, parce que je cherche les bactéries fossiles. Or, on peut étudier la structure des molécules organiques qui sont préservées dans ces fossiles. Et on trouve toujours que la variété de molécules organiques utilisées dans le vivant est beaucoup moins variée que dans les météorites. C'est la même chose pour le fractionnement isotopique du carbone, par exemple.
Dans les météorites, la matière organique a une large gamme de valeurs, de fractionnement, mais dans le vivant, c'est toujours une gamme assez restreinte. Une autre question? J'ai juste une petite question pour rebondir encore sur la météorite. Moi, quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est d'imaginer l'impact de la météorite au moment de son arrivée sur la Terre, avec le dégagement de chaleur, les frottements, l'impact. Comment on peut imaginer quand même que des molécules organiques simples, éventuellement sur la météorite, puissent résister à des températures et le choc et le souffle au niveau de l'impact de la météorite sur la Terre. Un acide aminé pourrait pas résister à cette température s'il y a un impact énorme, 1000 degrés quand ça traverse. Alors je Marc peux Rosetta, me permettre de répondre en premier à ça, parce que c'est justement, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a eu des simulations assez similaires à celles qu'on fait chez nous, faites en Californie, où ils ont simulé l'effet de chaleur et de pression généré par l'impact d'un météorite sur une sorte de soupe primordiale. Ils ont découvert que justement l'apport d'énergie dû à l'impact, contrairement à ce qu'on peut imaginer, favorise l'émergence des molécules de plus en plus complexes. Donc encore une fois, on partait des molécules un peu simples et ça formait des molécules de plus en plus complexes jusqu'aux acides aminés. Suite à cette simulation, des expérimentateurs en Angleterre ont reproduit un laboratoire, donc ils sont tirés avec un pistolet contre une soupe primordiale, donc c'est une façon bizarre de faire émerger la vie, c'est plutôt le contraire d'habitude. Et également, ils ont, avec des projectiles en acier, ils ont retrouvé à la fin que les molécules produites étaient plus complexes, et ils contenaient aussi d'acides aminés, que les molécules simples de départ. Frances Westall. Oui, en effet, nous avons aussi fait des expériences semblables et trouvé la même chose. Mais il y a aussi un autre aspect des météorites, c'est l'entrée de la météorite dans l'atmosphère, parce que vous voyez les étoiles tombantes, donc les étoiles filantes. Donc ce sont les météores qui entrent dans l'atmosphère et la surface est brûlée. Mais c'est simple. En effet, si l'effet de chaleur est important jusqu'à peu près 3-4 cm en dessous de la surface de la météorite. Et plus dans le cœur, le noyau de la roche, les molécules sont protégées. Donc, les molécules sont plus protégées dans les grandes météorites. Ou dans les micrométéorites, qui ne subissent pas cette chaleur parce qu'ils sont si petits. Je crois qu'il y a une taille magique, quelque chose entre 50 et 200 microns, dans lequel la matière organique n'est pas dégradée. Passionnante question, passionnante réponse. Devant, il y a une question, s'il vous plaît. Oui, bonjour, j'ai une petite question. On parle beaucoup de soupe primordiale et il y a une question que je me pose qui, je pense, est assez importante. C'est une question chronologique sur l'apparition de la vie à partir de la soupe primordiale. Est-ce qu'on a une idée de l'échelle de temps qu'il a fallu pour qu'à partir d'une soupe que l'on considère comme primordiale, pour que la vie apparaisse? Parce que c'est assez important dans le sens où étant donné les échelles de temps que l'on évoque en parlant de milliards d'années, ça multiplie d'autant plus le nombre d'accidents potentiels ou de circonstances potentielles à certaines réactions inhabituelles. Je commence juste à répondre à cette question. Je pense que l'idée de la soupe primordiale, il faut légèrement la pondérer. Il est fort peu probable qu'une vraie soupe primordiale au sens de Miller ait existé. Enfin, ça demande des conditions de concentration en molécules. Statistiquement, c'est assez dur de se dire qu'une soupe primordiale dans un lac ait pu exister. Il faut plus imaginer les choses comme étant assez successifs. Des conditions environnementales qui ont pu faire émerger telle molécule, puis la stabiliser, d'autres conditions géochimiques qui ont pu faire émerger un autre type de molécule et qui, au cours des années, milliers d'années, milliards d'années, ont pu faire migrer, diffuser, ça encore, ça a modélisé, pour ensuite retrouver des nouvelles conditions géochimiques,
particulièrement géochimiques, pour émerger quelque chose de plus complexe. Après, de quelle manière? Est-ce que c'est la chimie des sucres qui a émergé d'abord, celle des acides aminés, des acides nucléiques? Ça, à mon avis, tant qu'on n'a pas trouvé de fossiles, et il est peu probable qu'on en trouve à proprement parler des fossiles de protéines, des fossiles d'acides aminés, on n'aura pas la réponse. Tout ce qu'on pourra dire, c'est, indépendamment de chaque espèce de famille moléculaire, on est capable de trouver une solution chimique pour les former. On est capable de déterminer les conditions géochimiques pour les former. La question de la... Alors, c'est pas une question de cinétique, mais la question du timing... elle est importante, c'est une question légitime, mais je ne suis pas sûr que ce soit la principale des questions. La principale des questions, elle est d'abord géochimique et chimique. Quelles sont les conditions pour telle famille de molécules? Ensuite, on pourra toujours expliquer, trouver des modèles, faire des propositions pour l'émergence de quelque chose de plus complexe. Enfin, c'est ma première approche. Frances Westall, est-ce que vous voulez compléter cette réponse? En effet, oui, souvent je me le demande parce que moi je m'intéresse à la recherche de vie ailleurs, surtout sur Mars. Et dans notre équipe, on est très impliqué avec la mission européenne russe ExoMars qui va partir en 2020. Or, la grande question c'est est-ce que la vie aura pu apparaître sur une planète comme Mars qui n'a jamais été comme la Terre? La Terre était couverte de l'eau tout le temps. Mars, non. Il y a eu un peu d'eau. Mais est-ce qu'il y a eu suffisamment d'eau avec les ingrédients pour suffisamment de temps? C'est la grande question. Et de ce que je comprends, n'étant pas chimiste, c'est que c'est un processus comme une boule de neige qui, une fois que ça a commencé et les conditions environnementales, géologiques, géochimiques, température, pression et tout cela sont bons, ça continue parce que s'il y a quelque chose qui arrête le processus, c'est fini. Oui, c'est exponentiel. Après, la réaction, on peut l'imaginer comme étant exponentielle. Il y a deux écueils à lever principaux. C'est le problème énergétique et c'est le problème de stabilisation. Une fois que ces problèmes sont levés, la vie, à l'échelle moléculaire, si j'entends, va commencer à exploser et puis après va s'associer pour former une vraie vie au sens biologique du terme. Voilà. D'autres questions? Oui, ici. Alors bonjour, moi je ne suis pas du tout du domaine de l'origine de la vie, moi je suis médecin et on se pose sur la question un petit peu, vous parlez de la vie, donc vous parlez beaucoup de l'ADN, de l'ARN, donc en se focalisant sur cette hypothèse que l'ARN, l'ADN forment la vie. Si vous êtes parti aussi du principe que le fait de se multiplier pouvait également être une hypothèse de la vie. Si on prend les agents transmissibles non conventionnels, la protéine prion, qui n'a pas d'ARN, qui n'a pas d'ADN, mais qui a cette capacité de s'auto-générer, de s'auto-multiplier et puis de faire les maladies qu'on connaît, est-ce que vous vous intéressez aux progrès dans la recherche sur les protéines prion? Est-ce que les progrès dans ce domaine de recherche pourraient vous aider à mieux comprendre ou un petit peu avoir d'autres ramifications dans vos théories et pas vous dire c'est l'ARN, mais peut-être que la protéine pourrait être intéressante à l'origine de tout? Ah, je trouve que c'est une super question. Oui, non, vous avez totalement raison. Alors, évidemment, on ne peut pas travailler sur tout, donc on choisit une approche, initialement, c'est celle qu'on connaît. L'approche protéique est effectivement très intéressante et va au-delà de cette difficulté de se dire y a-t-il une protéine autocatalytique? La problématique du prion est évidemment intéressante et je vais vous faire une réponse qui ne va forcément pas vous plaire. Je vais vous dire que, au-delà de la forte pertinence de cette question, on va avoir un problème technique qui est que nous, en tant que chimistes, on n'a pas la capacité d'aborder ce genre de système. 90% des biologistes n'auront pas la capacité de travailler avec ce genre de système pour des raisons de pure sécurité, si vous voulez. Alors, là, justement, l'apport de la modélisation est, à mon avis, vital. Et dès lors que les modélisateurs aient du coup un nouveau projet à mener, je pense que oui, cette problématique-là ne pourra se faire initialement qu'à travers donc la modélisation. Et si finalement il y a un énorme potentiel dans ce domaine-là, j'imagine que des biochimistes et des équipes très spécialisées de biochimistes pourront expérimentalement vérifier les modèles théoriques. Là, à l'heure actuelle, nous, expérimentateurs classiques, entre guillemets, on n'a pas les moyens de travailler sur ce genre d'hypothèse, même si des travaux dans la littérature
des écrits de perspective montrent effectivement que ce genre d'idée est totalement pertinente. Oui, totalement. Marco Setta, est-ce que vous mettez le prion dans votre ordinateur? Non, mais non, je tiens à dire qu'en fait, le domaine de modélisation des protéines au sens large représente une communauté très très importante à la frontière entre, là c'est plutôt physique et biologie, je dirais. Et voilà, il y a beaucoup d'experts dans le monde, donc c'est pas mon domaine d'activité, mais je sais qu'il y a beaucoup de travaux aussi, surtout à l'époque de l'explosion de la maladie de la vache folle, d'études sur la protéine prion. Je pense que c'est typiquement des modélisations à l'échelle, disons, biologique, avec donc, des conditions biologiques, température biologique, un milieu biologique en fait. Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment cette approche un peu plus primordiale de savoir si ces protéines se sont originées et comment dans des environnements un peu différents, très différents plutôt, comme les a évoqués Frances. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, devant. Merci. Frances Westos, la question s'adressait à vous, puisque vous en avez parlé. Vous avez dit que des organismes photosynthétiques existaient dès 3,5 milliards d'années, mais comment savez-vous? Comment ça se voit? C'est une très bonne question. En effet, oui, ce sont des restes des organismes, donc on ne les voit pas photosynthétiser. Photosynthétiser. Alors, on utilise des caractéristiques plutôt morphologiques. Moi, j'ai utilisé les caractéristiques morphologiques. Par exemple, un des aspects des bactéries photosynthétiques anoxygéniques, ce qui font des tapis à la surface des sédiments, des roches, etc., où peut pénétrer la lumière du soleil. Donc, on voit dans les roches ces tapis. Et j'ai eu de la chance de trouver un exemple absolument magnifiquement préservé. On pourrait croire à quelque chose de vivant parce qu'on voit le morceau de tapis qui était formé. Il a dû avoir un courant. On voit les filaments qui sont tous alignés. On voit des morceaux de tapis qui sont contournés dans le courant, etc. Et c'est typiquement, ils sont aussi associés avec beaucoup de mucus, les EPS, les polysaccharides extracellulaires. Donc, ce sont des caractéristiques typiques d'une bactérie photosynthétique. Or, ça, c'est pour la morphologie. Et en plus, vous avez retrouvé ça dans les roches que vous avez étudiées? Oui, dans les roches d'Afrique du Sud. Et puis en plus, on peut analyser par exemple les isotopes de carbone. Et on peut analyser la matière organique qui est encore enfouie dans ces fossiles. Les organismes ont été remplacés par la silice ou imprégnés par la silice. Alors, on peut analyser la matière organique et on trouve encore un signal isotopique qui est typique de ce genre de micro-organismes. Un autre attribut, c'est que ces organismes produisent souvent... Vous connaissez les stromatolites. Ce sont des organismes typiques. Et un aspect des stromatolites, c'est qu'ils ont été souvent calcifiés, remplacés. Il y a la précipitation de carbonate de calcium dedans les mucus de ces tapis. Or, je le trouve même à l'échelle nanométrique dans mes micro-tapis. C'est formidable. Donc vous étudiez des stromatolites, mais est-ce que vous étudiez, quelles sont les autres roches que vous étudiez? Est-ce que vous étudiez d'autres roches que les stromatolites? Je n'étudie pas les stromatolites tels quels. Ah bon? En effet, les roches que moi j'étudie, ce sont les sédiments. Il faut imaginer les sédiments volcaniques, les sédiments noirs autour des îles volcaniques. Ce sont ce genre de sédiments préservés en roche, lithifiés. Et associés à ces sédiments, dedans ces sédiments, il y a des traces des micro-organismes chimiolithotrophes et aussi phototrophes.
Et je trouve un peu de tout là-dedans. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Parce que je sais qu'on a trouvé des fossiles, des microfossiles de micro-organismes dans ce qu'on peut appeler des plages. C'est-à-dire qu'il y avait de la mer, c'était en bord de mer, et il y avait de l'argile qui se déposait ou bien du sable. C'est à ce genre d'environnement que je pense. Oui, tout à fait. En effet, l'exemple dont je viens de parler, c'était justement formé sur la plage parce que non seulement est-ce que je peux regarder toute la microstructure, les microfilaments des organismes qui ont formé les tapis, mais aussi il y a des microcristaux de minéraux typiques évaporitiques. Et on trouve des craquelures dans le mucus, donc on sait que ce tapis a été exposé à l'atmosphère, et en sachant qu'il n'y avait pas de couche ozone, qu'il y avait pas d'oxygène, une forte radiation, donc c'était des organismes qui étaient vachement costauds. On continue avec les questions, si vous en avez. Alors on va peut-être parler de la vie ailleurs. Quand on s'intéresse aux origines de la vie sur Terre, on s'intéresse aussi à la vie éventuelle ailleurs. Frances Westall. Oui, beaucoup. J'y pense souvent. Et on se demande, en effet, si on arrive à retrouver des traces d'une vie sur notre planète, notre satellite, ce sera très important parce que ça confortera notre hypothèse que l'origine de la vie, c'est un processus naturel. L'apparition de la vie, c'est un processus qui va naturellement de la chimie à la biologie. Et oui, j'ai mentionné que je fais partie d'une mission européenne-russe. L'objectif de cette mission, c'est d'aller sur Mars pour chercher justement des traces d'une vie fossile à la surface, dans les roches les plus anciennes sur Mars. Et vous, Thomas Georgelin, ce sujet vous intéresse ? Oui, le sujet est intéressant. Après, il faut se replacer à l'échelle de ce qu'on considère comme étant de la vie. C'est vrai que moi, à mon échelle, je vais considérer la vie entre guillemets, comme étant liée à une molécule qui est capable de faire un peu plus d'elle-même, donc de se reproduire. Est-ce que dans un autre environnement que celui de la Terre, on est capable de retrouver des séquences de nucléotides capables potentiellement d'avoir un intérêt d'autoreproduction ? Peut-être, ça, l'avenir le dira. Ensuite, sur une échelle peut-être supérieure, des traces de vie au sens biologique du terme. J'ai pas d'idée a priori. C'est une question qui m'intéresse au sens général. Scientifiquement, c'est pas mon sujet de recherche. Donc là, je serais probablement moins pertinent pour en parler. Par contre, pour parler d'une molécule qui est capable de se reproduire, la question est intéressante parce qu'elle aura un impact sur les conditions nécessaires pour l'apparition de ce genre de molécules. Est-ce que c'était des conditions uniquement terrestres ou est-ce qu'on pouvait rencontrer d'autres conditions qui convergeaient vers un type similaire de molécules? En tout cas, j'ai retenu quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Il faut de la créativité. Il faut essayer d'imaginer des choses qu'on ne connaît pas forcément. La vie a peut-être pu apparaître de façon totalement différente. Oui. C'est difficile à imaginer. C'est difficile à conceptualiser. Donc, du coup, une nouvelle science est apparue. Enfin, science, je ne sais pas, mais en tout cas, une nouvelle discipline qu'on appelle la chimie du système, qui consiste à mettre beaucoup de choses dans un environnement, de changer cet environnement, de le faire évoluer, d'en mettre des contraintes et de voir à la fin ce qui peut émerger sans a priori, de voir si les molécules qu'on récupère à la fin ont une propriété quelconque, qu'elle soit d'intérêt biologique ou non, de voir un petit peu ce que ça va reproduire. Donc essayer de lever tous ces a priori, de s'ouvrir vers d'autres chimies et de voir si une autre chimie serait susceptible d'être faisable et d'amener à une vie, c'est-à-dire quelque chose qui arrive à se reproduire. Marco Setta ? Oui, de mon côté, je suis encore moins bien placé que Thomas, qui est expérimentateur chimiste, alors que moi, j'ai fait juste des simulations à l'ordinateur. Juste. Mais quelque part, je trouve qu'effectivement, cette idée de pouvoir explorer sans a priori, c'est justement quelque chose que évidemment, on va pouvoir faire avec nos cerveaux, mais qu'on peut pour une grande partie laisser faire aux ordinateurs avec une puissance de calcul qui est infiniment supérieure. Et là, je trouve que c'est effectivement, encore une fois, une combinaison d'approches qui peut donner des résultats assez surprenants. Stéphane Tirard, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui autour de ces sujets. La réflexion est très ouverte.
Par rapport à la vie, Oui. je pense que la réflexion est très ouverte et que, d'une manière générale, la communauté scientifique est très ouverte par rapport à cette possibilité qu'il y ait une vie ailleurs. Et les systèmes qui auraient pu exister ou qui existeraient, les différents systèmes. C'est justement un aspect très intéressant et qui est pratiquement de nature philosophique, puisque nous connaissons aujourd'hui une seule forme de vie, la nôtre, dans toute sa complexité, mais que seront les systèmes que nous découvrirons, peut-être pas nous de notre vivant, enfin on peut espérer avoir cette bonne nouvelle de notre vivant, mais les générations futures découvriront peut-être d'autres formes de vie. À quoi ressembleront ces formes de vie? C'est toute la question. Et je pense que ça appelle une analyse qui est une analyse à la fois scientifique et philosophique, parce que c'est toute une réflexion sur ce qu'est la vie qui se pose lorsque l'on ouvre cette porte de la possibilité de la vie ailleurs. Parce que Frances Westall, quand on parle de vie aujourd'hui, on dit la condition sine qua non, c'est l'eau. Mais est-ce que la vie, finalement, n'aurait pas pu apparaître sans eau? Souvent, on me le demande. Alors, il faut savoir que les ingrédients de la vie, les ingrédients plus importants, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre, le phosphore, ce sont parmi les éléments les plus communs dans l'univers. Donc, l'eau est très commune. On sait que les molécules carbonées sont assez fréquentes dans l'univers. On peut supposer qu'au moins sur des planètes, disons, terrestres, des planètes formées par des roches avec de l'eau liquide à la surface. Dans ces conditions, la vie sera basée sur l'eau et le carbone. Mais ce que moi je prévois, c'est que la vie sera très, très primitive. Probablement des organismes comme les chimiotrophes, qui sont des petits organismes, même s'ils utilisent une différente molécule de reproduction, même si la gamme de molécules qu'ils utilisent pour former une membrane sont différentes. La structure sera assez primitive et assez semblable à des coques des micro-organismes, par exemple. Donc, je crois que ce genre d'organisme sera assez commun, fréquent dans l'univers même. Mais quelques personnes se posent la question si l'élément de base est le silicium et pas le carbone. Or, le silicium peut faire des liens, mais l'avantage du carbone, c'est que c'est beaucoup plus flexible que le silicium. Les roches, les minéraux sont formés presque tous beaucoup avec le silicium. Ils ne sont pas flexibles, ils sont rigides. Donc, il faut une certaine flexibilité. Et pour vous qui sont un peu plus âgés, comme moi, vous allez vous rappeler peut-être dans les années 80, la série Star Trek. Vous vous rappelez? Oui. Alors, dans un des épisodes de Star Trek, ils ont rencontré une roche vivante. Mais bon, c'est... oui. Mais qui sait? Qui sait? Vous avez des questions? Oui, une question encore ici. Oui. Ah ben vous avez le micro maintenant. Hein. Sans vouloir faire du hors-sujet, je pense que c'est indirectement lié avec la connaissance de l'origine de la vie que l'on cherche à acquérir. Je voulais savoir à quel point nos tentatives, je ne sais pas si elles sont d'actualité, mais mettons nos tentatives futures de conception de vie synthétique est liée à notre connaissance de l'origine de la vie. En gros, à quel point il faut connaître
la façon dont la vie apparaît avant d'être capable d'imaginer en concevoir une synthétique. Quand je dis une vie synthétique, c'est bien qu'il respecte les règles de pouvoir s'auto-reproduire et tout ça. Stéphane Thira, ah non. Oui, non, je dirais que ça c'est un postulat, c'est une définition que nous, chimistes, on va avoir de la vie. Je pense qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres. Moi, je pars du postulat, et ça reste un postulat, que la vie telle que je vais, moi, la considérer dans mes recherches, c'est vers une molécule qui est capable de se reproduire. Ok, ça c'est le postulat. Maintenant, pour faire cette molécule, ma cible moléculaire, est-ce que la seule information dont j'ai besoin, elle est d'abord géochimique? Voilà, je sais globalement qu'il faut que je conditionne mes réactions chimiques dans une terre qui était, dont la géochimie était il y a 4 milliards d'années à peu près. Voilà, c'est ma seule contrainte. Après, je laisse faire le système chimique une fois que j'ai réussi à le reproduire. Ça, c'est pas une mince affaire, mais une fois que j'ai réussi à reproduire le plus fidèlement possible la Terre primitive et en adapter les contraintes, je laisse le système évoluer et je regarde à la fin ce qui se passe. Et finalement, le plus dur, c'est de trouver des techniques analytiques qui permettent d'identifier les molécules présentes et, deuxième difficulté, de reproduire cette Terre primitive. Ensuite, sur d'autres types de définition de la vie, d'autres types de cibles biologiques, d'autres types moléculaires. Votre question peut être, à mon avis, intéressante. Quel est le niveau de compréhension du système initial pour imaginer le système final? Là, peut-être que j'ai trop la tête dans mon ARN pour m'ouvrir à cette autre démarche, mais je trouve que la question est effectivement très intéressante et m'amène peut-être du coup à me poser d'autres questions sur d'autres cibles moléculaires. Oui. Stéphane Thira. Oui, je pense que c'est ce que Thomas vient de dire. Si on travaille sur les origines de la vie sur la Terre, si on essaie de comprendre les origines de la vie sur la Terre, on doit faire de la chimie et des simulations, utiliser tous les outils possibles, mais on est contraint par les conditions qui régnaient sur la Terre au moment où le vivant y est apparu. Mais à partir du moment où aujourd'hui on s'ouvre la possibilité de synthétiser ce qu'on appellera de la vie, on n'est pas tenu à ce moment-là, il n'y a pas de règle du jeu qui nous impose de respecter les conditions initiales. Donc on peut imaginer que des systèmes, des processus chimiques soient élaborés qui pourraient correspondre à une définition de la vie que l'on aura décidé de poser. Et se pose encore une fois à ce moment-là la question de la définition de la vie. On a le temps pour une question encore. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Bonjour. Ça concerne les extréophiles dont vous avez parlé. C'est une question de temps. Vous dites que vous avez repéré la présence il y a 3,5 milliards d'années. Et aujourd'hui, je fais la relation avec un thème précédent, c'est les microalgues. On a retrouvé les microalgues bleu vertes, donc les cyanobactéries, qui sont datées justement il y a 3,5 milliards d'années. Et est-ce que vous les étudiez aujourd'hui pour justement revenir et faire l'historique inverse, pour savoir comment elles se sont adaptées, réussi à vivre dans une atmosphère qui ont changé? Oui, je travaille en collaboration avec des géomicrobiologistes qui étudient ce genre de micro-organismes. Mais les microalgues, les cyanobactéries d'aujourd'hui, ce sont des organismes oxygéniques. Donc, justement, avec un collègue, on avait essayé de faire pousser un tapis microbien, un tapis photosynthétique actuel, dans des conditions plutôt de la Terre primitive. Malheureusement, les organismes n'aimaient pas trop la chaleur, mais à 37 degrés déjà crevés. Mais en tout cas, on cherchait à faire pousser les photosynthétiques anoxygéniques pour comprendre un peu leur comportement, la précipitation de minéraux associés provoqués par leur activité métabolique. Et c'est pas très facile parce que les conditions sont tellement différentes. Même si aujourd'hui on a des organismes anaérobies, beaucoup de ces organismes sont facultatifs aérobies. Et sur la Terre primitive, tout simplement, il n'y avait vraiment pas d'oxygène. Donc, on essaie de, en effet, on essaie de faire pousser des micro-organismes purement en anaérobie, comme analogue de micro-organismes qui pourraient vivre sur Mars, par exemple.
Et ça prend du temps parce qu'avec l'oxygène, ça donne beaucoup d'énergie, plus d'énergie aux organismes et ils peuvent produire beaucoup plus de biomasse. Et si on essaie de pousser les anaérobes vraiment en anaérobie, il faut attendre 6 mois avant que quelque chose se passe. Donc, oui. Une question qui est arrivée sur Twitter. Les protéines prions, on en a déjà un peu parlé. Les protéines prions sont-elles aussi un axe de recherche sur l'origine de la vie? Thomas Georgelin. Oui, comme je disais, ça pourrait l'être, ça ne l'est pas pour des raisons purement techniques, parce que bosser sur des analogues de prions ou le prion lui-même, il y a très peu de laboratoires qui le peuvent. Et on ne sait pas véritablement encore le définir. Le définir, on n'en connaît pas précisément les séquences. Ce qu'on pourrait dire, c'est que on recherche des molécules autocatalytiques plutôt sur l'ARN. Effectivement, il pourrait exister, on n'en connaît pas par cet exemple-là très peu, sur des protéines autocatalytiques. C'est pour ça que finalement, dans la question des origines de la vie, on est plutôt passé sur l'ARN plutôt que sur des protéines. Mais au final, on n'a pas testé toutes les conditions géochimiquement réalistes pour aboutir à des systèmes protéiques complexes capables d'avoir potentiellement une réactivité intéressante. Donc la recherche, entre guillemets, sur les prions peut être intéressante, pas sur le prion en lui-même, mais sur des systèmes protéiques très complexes. En tout cas, ce que je retiens, c'est que vous êtes chimiste, vous êtes physicien, vous êtes géologue, vous travaillez tous les trois sur le même sujet, donc c'est un sujet qui se travaille en interdisciplinarité. N'est-ce pas? Oui, totalement. Ouais. Et en conclusion, Stéphane Tirard, vous nous avez apporté une image qui va résumer un petit peu cette conférence. Oui, donc cette image, c'est une reproduction d'un tableau de René Magritte des années 30. Et j'aime bien la présenter en conclusion dans ce genre de présentation parce que finalement, on a tous les termes de l'équation. On voit la planète. Il n'y a pas de vie. La vie n'est pas encore là, ou du moins on peut le supposer si ça nous fait plaisir. Il y a donc l'océan, l'atmosphère, cette roche qui est suspendue, peut-être une météorite, et puis ce nuage. Et elle évoque pour moi cette terre primitive beaucoup plus paisible que celle que Frances nous a montrée tout à l'heure. Mais néanmoins, je trouve que c'est intéressant parce que c'est au moment, dans les années 20-30, où on formalisait la question des origines de la vie d'une manière un petit peu nouvelle que Magritte a dessiné ce paysage très curieux. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il l'a intitulé « Les idées claires ». Belle conclusion. Merci à tous les quatre. Merci infiniment. Merci au public. Merci pour vos questions. Et évidemment, les conférences se poursuivent ici. Merci à tous.